Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aurélie Alain. J'ai rencontré Aurélie très récemment car elle vient juste de terminer l'une de mes formations. Mais je ne l'ai pas invitée pour nous parler de ça. Aujourd'hui, Aurélie est venue nous parler d'un sujet qui nous concerne tous, les émotions. Spécialiste du sujet des émotions, dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme, Aurélie va partager avec nous un outil pour nous aider à mieux apprivoiser nos émotions. Aurélie est éducatrice de formation initiale. Elle a œuvré 22 ans sur le terrain social auprès de familles en grande souffrance. Au cours de son parcours, Aurélie a très vite compris qu'elle devait apprendre à être au clair avec ses propres émotions afin de ne pas faire d'amalgame entre ce qui lui appartient et ce qui appartient aux personnes rencontrées. Se mettre à l'écoute de ses émotions a également été le moyen qu'elle a trouvé pour se préserver d'un éventuel épuisement professionnel. Pour déployer ses connaissances sur cette notion, elle a notamment suivi des formations en communication non violente et effectué un travail de recherche neuroscientifique sur cette thématique. Bonjour Aurélie, Bonjour Lauriane. comment tu vas? Écoute, je vais plutôt bien. Je vais plutôt bien. Alors c'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Et je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, puisqu'on est tous sujets à ça. Je rencontre moi-même dans mes séances beaucoup de personnes qui se retrouvent à avoir un peu de mal à gérer leurs émotions, qui ne savent pas très bien comment accueillir ça. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que tu nous expliques un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à t'intéresser tout particulièrement au domaine des émotions. Et j'invite aussi nos auditeurs à rester vraiment avec nous jusqu'au bout, parce qu'Aurélie a vraiment, je dirais, un tas d'astuces utiles que vous allez pouvoir utiliser dès à présent. Donc restez bien avec nous jusqu'au bout. Aurélie a vraiment une mine d'informations à vous transmettre. Donc on t'écoute Aurélie. Alors, merci Lauriane en tout cas pour cette invitation parce que c'est toujours un plaisir de parler de la thématique des émotions, qui est en effet une thématique qui nous concerne tous. Alors moi, très très rapidement, j'ai commencé à travailler assez tôt auprès d'un public qui réveille des émotions, hein, des personnes incarcérées, des adolescents délinquants. J'ai fait aussi des temps en soins palliatifs. Donc forcément, j'étais confrontée à des milieux professionnels qui venaient agiter mes émotions. Mais aussi, j'observais des personnes en grande souffrance et qui avaient des émotions exacerbées. Donc, assez rapidement, j'ai compris qu'il fallait que moi, je me préserve des émotions des autres. J'avais beaucoup d'empathie et peut-être beaucoup de trop au départ et je pensais que donc cette empathie, c'est une compétence hein, quand on est travailleur social, mais c'est une compétence qui n'est pas sans conséquence puisque si on ne fait pas une frontière franche entre ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre, eh bien, on peut se perdre un petit peu dans la méandre des souffrances des autres. Donc, très rapidement, j'ai voulu comprendre c'était quoi ce qu'on ressentait, à quoi ça servait, est-ce que c'était utile, est-ce qu'on pouvait réussir à réguler ou est-ce qu'on était forcément passif par rapport à ce qui se passait pour nous. Donc, de fil en aiguille, j'ai fait des formations pour comprendre le fonctionnement d'une émotion. Euh, la formation en communication non violente de Marshall Rosenberg, ça m'a donné des clés, ainsi que la formation en neurosciences, qui m'a permis de comprendre surtout ce qui se passait dans l'organisme quand on était assujetti à une émotion. Et ce que j'ai compris par rapport à ça, c'est qu'une émotion, en fait, c'est une mise en mouvement. Hein. D'ailleurs, le mot émotion vient du latin ex movere, hein, qui veut dire un mouvement vers, un mouvement hors de. Donc, c'est vraiment une mise en mouvement pour permettre au corps de s'adapter
à son environnement afin de garantir sa survie. Donc, l'émotion est utile. Si on n'avait pas d'émotion, on serait en danger. Donc, elle a une utilité. Elle nous sert aussi à communiquer avec les autres. Donc, cette émotion-là, finalement, elle va prendre différentes couleurs en fonction des situations qu'on est amené à rencontrer. On voit d'ailleurs que, d'un point de vue physiologique, l'afflux du sang dans notre corps ne se fait pas de la même façon en fonction de l'émotion que l'on ressent. Si je ressens de la colère, je vais avoir un afflux sanguin plus important dans les mains, alors que si je ressens de la peur, l'afflux sanguin va se diriger vers les muscles qui commandent le mouvement. Quand je suis triste, je vais avoir une perte ou un ralentissement du flux sanguin, ce qui va générer une perte d'énergie chez moi et donc un mouvement de repli. Donc, c'est vrai qu'en fonction de ce que je vais ressentir, eh bien, mon corps va réagir d'une manière différente. Et on le voit d'ailleurs, quand on dit que l'émotion, c'est une mise en mouvement, on voit d'ailleurs quand on est joyeux, on va plutôt vers l'avant dans le mouvement parce qu'on a envie de partager. Quand on est triste, on se replie sur soi. Quand on a peur, on est plutôt dans un mouvement de recul. Et quand on est en colère, on est dans un mouvement où on repousse pour protéger son territoire. Donc ça, c'était important de comprendre ces mises en mouvement. L'émotion, c'est aussi une expression faciale. Voilà, les expressions faciales, elles sont universelles. Après, c'est la manière dont on va les interpréter ou la manière dont notre éducation, notre culture va colorer les émotions qui va faire qu'on va les interpréter de manière différente ou les traduire de manière différente. Puisque dans certains pays, c'est plutôt mis en avant d'exprimer ses émotions, alors que pour d'autres pays, il vaut mieux les contenir. Donc, en fonction de notre culture, c'est plutôt encourager ou à l'inverse réprimer. Mais en tout cas, l'expression faciale est bien universelle. À travers la communication non violente, j'ai aussi compris que l'émotion, c'était un message. Il était là pour nous transmettre un message. En fait, Marshall Rosenberg, qui a créé la communication non violente, il explique que tous les êtres humains ont tous les mêmes besoins à satisfaire. Des besoins de partager, des besoins de réconfort, des besoins de sécurité. Il y a un certain nombre de besoins que l'on doit satisfaire pour se sentir bien. Et lorsqu'on ressent une émotion désagréable, eh bien, ça vient nous indiquer qu'il y a un de nos besoins qui n'est pas satisfait. Je vais vous prendre l'exemple de l'accompagnement d'un enfant qui voilà, n'avait pas revu son cousin depuis très, très longtemps. Donc, il a pu passer le week-end avec son cousin qu'il aime très fort. Et lorsque sa maman revient le chercher en fin de week-end, l'enfant est très triste de quitter ce cousin parce qu'il sait qu'il ne le reverra pas avant de longues années. Et du coup, il se met à pleurer de manière excessive et la maman n'arrive pas à le consoler. Du coup, quand je rencontre cette famille dans la semaine qui suit, la maman est agacée par cet enfant qui n'arrive pas à contenir sa tristesse. Donc, j'essaye de voir avec l'enfant ce qui se passe pour lui. On essaye de prendre un outil que j'utilisais beaucoup qui s'appelle la roue des émotions, que l'on peut retrouver sur l'Autrement dit. C'est une roue qui a été faite par des Belges et qui vraiment sont basées sur la théorie de la communication non violente. Donc, il y a une petite roue où on s'intéresse du coup au sensoriel, une moyenne roue, on va s'intéresser à l'émotion, et la grande roue, on va s'intéresser aux besoins. Donc là, je demande à l'enfant, ben voilà, comment tu te sens? Comment, si on reprend cet événement, tu te sentais à ce moment-là? Donc pour les enfants, la petite roue, elle représente la météo extérieure. C'est des symboles qui sont très représentatifs de l'émotion, puisque en effet, l'émotion, on peut l'associer à une météo qui est changeante et impermanente.
Si on regarde la météo extérieure aujourd'hui, il fait plutôt beau pour moi, mais peut-être que dans 2 heures, il y aura des nuages et peut-être que dans 4 heures, il y aura de la pluie. Eh bien, l'intérieur de la météo de mon cœur, eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire que là, je peux me dire que je suis plutôt, ensoleillée, ravie de faire ce podcast avec vous. Mais peut-être que, si dans 15 minutes, je reçois un SMS qui m'indique, une mauvaise nouvelle pour, un de mes enfants, peut-être qu'assez rapidement, ma météo, elle peut prendre des nuages, de l'orage ou de la pluie. Et ça, cette impermanence-là, c'est rassurant de savoir que ça change tout le temps. Parce que quand on est dans le brouillard ou quand on est dans la tempête, eh bien, on sait qu'à un moment donné, on retrouvera le soleil ou l'apaisement. Donc, c'est des changements impermanents qui nous permettent de mieux tenir, mieux observer ce qui se passe quand ça ne va pas pour nous. En tout cas, cet enfant, lui, il peut vite repérer que ce week-end-là, il a eu le gros nuage de pluie. Ça n'allait pas du tout. OK, donc tu as eu le nuage de pluie. Pour toi, ça correspond à quoi comme émotion? Donc, dans l'émotion, il y a plusieurs variations, il y a plusieurs intensités. On parle de la tristesse, mais dans la tristesse, entre le désarroi ou la petite tristesse, il y a une différence. Là, l'enfant, il se disait déchiré parce qu'il avait vécu. Et physiologiquement, lui, il a pu ressentir le déchirement de son cœur. Il a ressenti dans son corps cette grosse tristesse. OK, donc tu étais déchiré. Donc, tu avais besoin de quoi pour te sentir moins déchiré? Et du coup, à ce moment-là, il choisit le besoin d'être compris. Il avait simplement besoin que sa maman, elle comprenne que c'était compliqué pour lui de se séparer d'un cousin qu'il aimait fort et qu'il n'allait pas revoir tout de suite. Donc, on a pu après, il a accepté qu'on puisse en rééchanger avec la maman. Et la maman, elle me dit, bah, il avait qu'à me le dire. Sauf que ce n'est pas si simple de faire ce chemin-là entre l'émotion que je ressens et le besoin et l'expression de son besoin. Ça, on voit bien que c'est un chemin que nous, adultes, on peut faire et encore si on a été habitué à le faire, si on a appris à le faire. Et c'est encore moins facile pour un enfant qui est dans le sensoriel en permanence. Et alors, justement, comment on peut apprendre à faire ce cheminement que je trouve très très intéressant et très pertinent? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme astuce qui pourrait nous aider en tant qu'adultes qui n'avons pas forcément été élevés avec ce cheminement justement pour comprendre nos émotions? Qu'est-ce qu'on pourrait nous mettre en place par rapport à ça? Je dirais que le cheminement correspond un petit peu au cheminement de ces 3 roues. C'est-à-dire que la première étape, c'est d'écouter ses sens et c'est d'apprendre à muscler, je dirais, notre attention pour s'écouter soi. Et ça, on n'a pas été habitué à écouter les sensations de son corps. D'ailleurs, très rapidement, quand on est enfant et qu'on se plaint pour des petits bobos, on nous demande vite oh, allez, arrête, c'est pas grand-chose qui se passe. Donc, on nous demande un petit peu de ne pas trop s'écouter. Là, l'objectif, dans cette première étape, ce serait de développer votre attention sur votre écoute corporelle. Alors, si vous n'avez jamais eu l'habitude, eh bien, moi, ce que je fais d'ailleurs avec les personnes que j'accompagne, où c'est compliqué de s'écouter, c'est d'autant plus compliqué de s'écouter si on a vécu un trauma, hein, donc de s'écouter, d'écouter l'expression de son corps si on a vécu quelque chose de traumatisant, c'est une étape difficile. Donc d'abord, il faut apprendre à muscler son attention en focalisant son attention, par exemple, sur la musique, sur des choses extérieures à nous. Comme ça, on apprend à développer finalement une attention focalisée à une seule chose. Ça peut être aussi d'apprendre à focaliser mon attention sur le toucher quand je plie mon linge, par exemple, de focaliser mon attention aux sensations de mon corps quand je prends une douche. Voilà. D'aller dans un parc et de simplement se focaliser l'attention sur le bruit extérieur, sur les oiseaux qui chantent, etc., etc. Et plus on s'entraîne à ça, plus on est à l'aise avec cette attention focalisée et plus on va aller recentrer sur nous
donc sur le toucher, sur ce qu'on observe, sur ce qu'on sent, sur ce qu'on goûte, en fait, sur les attentions focalisées à chacun de nos sens. Donc, il y a des sens où on est plus à l'aise que d'autres. Il y a des sens qui sont plus développés que d'autres. Et donc, c'est en ça où eh bien, il faut utiliser une stratégie qui nous convienne. Si pour moi, c'est confortable d'être avec des odeurs agréables et que ça amène du confort intérieur, eh bien, je vais essayer de développer davantage cet odorat et vice-versa. Alors, pour cette étape-là, moi, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de pratiquer la méditation de pleine conscience. Voilà, ça fait 10 ans maintenant que je pratique la méditation de pleine conscience au quotidien. Donc, ça demande aussi un entraînement au quotidien de s'écouter, de s'entraîner à écouter les battements de son cœur, de s'entraîner à écouter la respiration qui se fait naturellement. Au départ, ça peut être de prendre juste 1 minute pour le faire, si c'est trop compliqué, et de monter à 2 minutes et à 3 minutes, etc. L'autre pratique qui m'a aidée aussi, c'est lorsque j'ai fait la formation avec toi, Lauriane, sur la formation intuition, parce que ça nous oblige à écouter les sens. Donc, ça développe aussi ce muscle de l'attention focalisée. Pour les enfants, j'utilisais des boules à paillettes. Donc, une boule à paillettes, c'est, moi je les appelle les boules à paillettes, mais on peut les appeler des boules à neige. Mais moi, je fabriquais des boules à paillettes avec des pots de confit-pote, de l'eau et des petites paillettes. À l'intérieur, souvent, je collais un petit personnage que l'enfant me donnait, que lui choisissait, que je collais à l'intérieur du pot, ou à l'inverse, je pouvais coller sa photo pour qu'il puisse se voir à l'extérieur. Et l'optique, c'était qu'ils comprennent que ce petit personnage dans le pot ou sa photo, ça représentait ses forces et ses ressources, que c'était un enfant unique que j'avais la chance de rencontrer parce que deux comme lui, il n'existait pas deux personnes comme lui et qu'il avait, comme les autres, beaucoup de force et beaucoup de ressources, mais que lorsque ces paillettes sont agitées, donc lorsque les émotions vont dans tous les sens, eh bien, il n'a plus accès à ses forces et à ses ressources. Lorsqu'on est en colère, lorsqu'on a peur, eh bien, on n'est pas dans une posture où on peut utiliser nos forces et nos ressources. Donc, l'objectif, c'est d'apprendre à l'enfant, avec cette boule à paillettes, à agiter la paillette et à lui demander de porter toute son attention sur les paillettes qui se posent au fond du pot et d'attendre jusqu'à temps que toutes les paillettes se posent au fond du pot. Et une fois que c'est fait, en général, l'enfant, il arrivait à percevoir que ça le calmait, ça l'apaisait. Le fait de voir finalement la représentation de son monde intérieur via le symbole de cette boule à paillettes, ça venait apaiser lui-même ses paillettes. Donc au départ, alors moi j'avais des enfants qui pouvaient être ultra agités, qui avaient des troubles de l'attention, ça durait 1 minute. Mais une fois je voyais qu'il pouvait rester 1 minute et qu'il refaisait l'agitation de la paillette pour la laisser poser au fond du pot, eh bien, je pouvais passer par exemple à un sablier de 2 minutes ou de 3 minutes pour que lui aussi, qu'il puisse constater la progression qu'il faisait dans son attention. Et plus l'enfant va porter son attention à ce moment-là, plus il arrivera à porter son attention à ce qui se passe pour lui dans son corps et où est-ce que ça se passe. Donc, c'est ça l'intérêt. Donc, c'est d'abord focaliser, apprendre à muscler l'attention focalisée, donc à l'extérieur au départ si c'est trop compliqué de se concentrer sur sa respiration. Puis, quand on est OK, on le fait sur nos sens. Qu'est-ce que je ressens? Sur notre respiration. Et une fois que j'arrive à gérer ça, eh bien, de pouvoir, j'ai envie de dire, classifier, classer ce qui est agréable ou ce qui est désagréable pour moi. C'est-à-dire, je vis une situation, je ressens telle sensation dans mon corps, dans mon ventre, dans mon thorax, dans ma poitrine, dans mes mains, dans ma gorge.
Est-ce que pour moi, c'est une sensation agréable ou désagréable? Une fois que j'ai fait ça, cette étape-là, eh bien, je peux aller chercher à quelle émotion je l'associe. Cette émotion-là, est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est moyenne ou est-ce qu'elle est forte? Que je sache quelle intensité je pourrais lui donner. Et une fois que je l'ai associée à une émotion, de quoi est-ce que j'aurais besoin pour que cette émotion soit moins intense? Donc, c'est vraiment toutes les étapes. L'idéal, ce serait de sortir une liste des besoins que vous avez près de vous et de pouvoir, à chaque fois que vous ressentez une situation plutôt désagréable, de vous dire, ben voilà, dans cette situation-là, de quoi j'aurais eu besoin pour me sentir mieux. Voilà un petit peu les étapes pour apprendre à commencer à apprivoiser ses émotions. Moi, ce que j'entends dans ce que tu nous dis, c'est que, enfin, tu l'as dit déjà, hein, c'est que finalement, euh, on aurait tendance un petit peu, moi je le vois dans mes consultants, des fois à rejeter l'émotion, à la voir comme quelque chose de négatif. Si c'est une émotion de colère, de tristesse, enfin voilà, dite entre guillemets négative, on aurait tendance à les repousser, alors que finalement, elles sont des excellent indicateur pour exprimer un besoin non reconnu ou non comblé finalement derrière. Et là, on Tout à le voit fait. bien avec les étapes que tu proposes, c'est-à-dire qu'avec le déroulé que tu proposes, on va vraiment jusqu'à identifier le besoin. Et alors, une fois qu'on a identifié ce besoin, qu'est-ce qu'on en fait quelque part? Une fois qu'on a fait ce cheminement et qu'on a identifié le besoin qui nous permet de comprendre notre émotion, qu'est-ce qu'on en fait? En général, d'identifier le besoin, ça permet déjà de baisser l'intensité de l'émotion. Parfois, on a besoin d'aller au-delà et d'aller faire une demande à quelqu'un. C'est-à-dire que pour l'enfant tout à l'heure, ou pour l'exemple, il avait besoin vraiment que sa maman comprenne ce qu'il avait vécu. Donc, c'était intéressant de passer à l'étape de la réalisation du besoin. Mais souvent, finalement, quand on prend conscience de notre besoin, eh bien, ça vient apaiser notre ressenti. Et c'est là où c'est plus confortable pour nous. Ce qui n'est pas confortable, c'est l'intensité du ressenti, où en général, après, ça nous dépasse et qu'on n'arrive pas à gérer. Je suis d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. Souvent, on entend parler des émotions positives ou négatives. J'essaye pas d'aborder les choses comme ça. Moi, je parle d'émotions agréables ou désagréables. Parce que, d'une, les sensations que l'on a, elles vont pas être ressenties de la même façon en fonction de qui on est. Et en plus, comme elles ont un message à nous transmettre, ça veut dire qu'elles ne sont pas négatives. Au contraire, elles ont tout intérêt à être là. Lorsque les enfants que j'accompagne sont dans la période où ils ont une peur intense de la mort, il y a une période entre 7 et 10 ans où la peur de la mort, elle est assez présente chez l'enfant. Eh bien, j'aime bien prendre le contre-pied auprès de l'enfant en lui disant: «Mais moi, ça me rassure que tu aies peur de la mort. Je suis bien contente que tu ressentes la peur de la mort». Et du coup, l'enfant, il ne comprend pas. Et c'est là où je lui explique: «Mais si tu n'avais pas peur de la mort, tu ne ferais pas attention à la vie. Tu ne ferais pas attention quand tu traverses la route, tu ne ferais pas attention quand tu descends les escaliers. Mais parce que tu as peur de tomber ou parce que tu as peur de te faire mal, eh bien, tu vas faire attention de faire les choses». Donc cette peur-là, elle va, finalement engendrer un comportement différent chez toi que si tu n'avais pas cette peur-là. Alors en effet, d'avoir la boule au ventre, c'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Et on voit bien que, et d'ailleurs, les sportifs de haut niveau, les artistes, ils peuvent le dire, avant de monter sur scène, ils ont le trac. Donc il y a bien cette peur qui est présente. Mais comme ils le disent, cette peur, elle va les stimuler. Elle va les pousser à se dépasser. Si elle n'était pas là, eh bien, peut-être qu'ils franchiraient pas le pas. Là où ça devient problématique, c'est quand on est submergé par notre peur et bloqué par nos peurs.
Et là, l'intérêt, c'est de venir comprendre et de venir tout déconstruire, hein. Ce que je peux faire dans mes accompagnements, l'optique, c'est de tout déconstruire, de tout détailler et de venir un maximum symboliser cette peur. De la personnifier quasiment. Même dans mes accompagnements auprès des adultes, il y en a certains qui vont personnifier via de la sculpture, via du dessin, ce qu'ils ressentent dans leur corps, si c'est de la colère ou de la peur. Je me souviens qu'il y avait une maman que j'accompagnais qui, pour elle, était hors de question de donner un prénom à cette colère qui l'amenait à avoir un comportement dont elle n'était pas fière. Euh, mais quand on a fait parler cette colère, eh bien, elle a compris que cette colère, elle était là pour l'aider. Elle était là, au contraire, pour l'amener à comprendre des messages qu'elle n'avait pas compris jusque-là. Et donc, elle a compris que si elle lui donnait pas de l'importance à cette colère, ben, que cette colère, elle allait redoubler d'intensité. Parce qu'en effet, une émotion, on peut l'associer à une boule de neige sur une montagne. Si la boule de neige, elle est en haut de la montagne, elle est petite, mais plus la boule, elle roule, plus la boule, elle grossit. Eh bien, l'émotion, c'est la même chose. L'émotion, elle envoie un message. Si elle sent que le message, il n'est pas entendu, eh bien, elle va renforcer l'intensité du message. Mais comme nous, si on essaye de s'expliquer, de parler à quelqu'un et qu'on voit que cette personne, elle ne nous entend pas, mais on veut absolument lui dire quelque chose, eh bien, du coup, notre tonalité va se renforcer. Peut-être qu'on va s'agiter pour que la personne, elle nous voit. Peut-être qu'à un moment donné, on va même taper à la porte pour être sûr d'être entendu. Eh bien, l'émotion, elle fait les mêmes effets. Elle s'intensifie dans les sensations de notre corps jusqu'à aller au-delà, c'est-à-dire qu'elle va s'exprimer à travers des maladies. Et c'est là où on pourra justement se dire, d'ailleurs dans maladie, hein, on peut dire mal a dit, hein, l'émotion qui a voulu dire mais qui n'a pas été entendue. Donc, elle a transformé la manière d'envoyer son message. Bon nombre aujourd'hui de maladies sont dues à des inflammations parce que c'était des émotions fortes, intenses, qui ont déclenché un mécanisme de stress dans notre corps. Ce mécanisme-là, permet au corps de retrouver un équilibre. Et si le corps ne retrouve pas d'équilibre, eh bien, il sécrète l'hormone du stress qui s'appelle le cortisol en continu et en grande quantité. Et ce cortisol, il vient vraiment avoir des impacts néfastes sur l'organisme. Il va diminuer le système immunitaire, il va renforcer des facteurs de risque cardiovasculaire, il va renforcer les facteurs de maladies psychiques, etc., etc. Donc, c'est important pour notre santé d'apprendre à s'écouter, à entendre qu'est-ce qui se passe pour moi. Le développement de ces sens, ou de l'écoute de ces sens, ça permet quoi? Ça me permet aujourd'hui, alors je continue à ressentir des émotions comme tout le monde, mais la différence, c'est que mes émotions, elles sont d'une variabilité régulière. Il est plus facile pour moi de les réguler. C'est-à-dire que dès que je commence à ressentir de la peur, dès que je commence à ressentir la colère, je la ressens à un niveau faible. Donc, ça me permet d'intervenir assez rapidement dessus. Donc, une fois qu'on repère dans notre corps la sensation d'une émotion, l'objectif, c'est de l'accueillir. Alors, comment on accueille une émotion? Eh bien, on lui fait de la place. On lui fait de la place. Et pour lui faire de la place, eh bien, il faut s'oxygéner, il faut respirer. Donc, pour ça, j'aimais bien utiliser, moi, avec les enfants notamment, la main, où on peut justement prendre la main gauche, par exemple, et avec la main droite, avec l'index de la main droite, on monte sur le pouce, sur le versant d'un pouce, et on inspire. Et quand on descend sur l'autre versant du pouce, on expire. Et on continue, on inspire sur l'index suivant et on expire
sur l'autre versant de l'index. Et quand on fait ça, en fait, sur notre main, alors il faut le faire minimum pour les plus petits 3 fois. L'idéal, c'est de le faire 5 fois. Et à quoi ça sert de faire ça? Ça sert au corps de permettre de déclencher tous les hormones de l'apaisement. C'est l'oxygénation qui va permettre de déclencher ces hormones de l'apaisement. Donc, de ritualiser les couchers des enfants avec ce mode de respiration, c'est l'idéal parce que les émotions, on apprend à les apprivoiser quand il fait beau, exactement comme un bateau. On apprend à naviguer quand il fait beau dehors, quand la mer est calme. Donc, les émotions, on n'apprend pas à les réguler quand on est en pleine tempête. Alors, pendant que tu es en train de nous expliquer le petit exercice sur la respiration et les doigts, j'étais en train de le faire. Donc, les auditeurs ne peuvent pas le voir puisqu'on est en podcast, on est en Mm. audio. Mais j'étais en train de le faire et en le faisant, je me suis dit, mais en fait, c'est juste génial parce qu'en plus, ça associe le sens du toucher. Et à Mm. partir du moment où on associe aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, un sens, bah, c'est comme si ça nous détourne aussi quelque part de la tempête parce que on ressent quelque chose, on fait un focus sur autre chose en plus de la respiration. Franchement, je vous invite vraiment, pour les gens qui nous écoutent, à le faire parce que voilà, je connaissais pas du tout. Pourtant, j'en connais des techniques et celle-ci, je la connaissais pas du tout. Je trouve ça juste formidable, même pour les adultes en fait, pas que pour Mm. les enfants à mon avis. Mm. Mm. C'est en effet quelque chose qui peut facilement se faire et le toucher, ça permet du coup cette attention focalisée et de se détourner finalement du fonctionnement de nos pensées qui vont venir renforcer nos émotions. Une autre, je vais en reparler des pensées, mais une autre technique que les adolescents ou les adultes peuvent utiliser, c'est la cohérence cardiaque. Et vous avez plein de vidéos sur YouTube, vous avez des applications sur les téléphones, Respirotech notamment, avec des vidéos de 5 minutes pour les plus grands et de 3 minutes pour les plus jeunes, où on doit suivre une boule qui monte, une boule qui descend, où il y a une musique apaisante, où il y a une image apaisante, et de faire ça, commencez par 1 fois par jour déjà. Faites-le 1 fois par jour, et une fois que vous sentez à l'aise, faites-le 2 fois par jour. Et après, quand vous sentez à l'aise, faites-le 3 fois par jour. Et vous verrez, il y a des effets réels sur le sommeil, sur le stress, sur de nombreuses choses. Mais ça demande l'effort de le faire. Alors, qu'est-ce que c'est que 5 minutes en début de journée, 5 minutes en fin de journée? Quand c'est pour se sentir bien tout au long de la journée, je pense que ça peut, enfin moi je suis persuadée que ça vaut le coup. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais moi-même. Alors c'est vrai que tout à l'heure, j'ai pu indiquer que les pensées, elles viennent renforcer nos émotions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est responsable de nos émotions, hein. Ça, c'est important de l'avoir en tête, hein. Ce n'est pas l'autre qui est responsable de nos émotions, c'est nous, parce que c'est la manière dont on interprète ce que l'on perçoit qui génère une émotion chez nous. Par exemple, je suis dans une soirée et puis il y a une personne qui me présente un jeune homme. Et ce jeune homme-là, il ne me regarde pas dans les yeux, il regarde tout le temps sur le côté. Et je peux interpréter son comportement de plein de manières différentes. Je peux me dire, oh là là, il est hyper timide et du coup, ça génère chez moi plutôt de l'empathie, de la compassion, envie de le rassurer, etc. Ça peut générer chez moi un peu de colère en me disant, bah, dis donc, c'est pas respectueux, il me regarde pas, etc., etc. Si déjà je prends ces 2 cas de figure, en fonction de la façon dont je vais interpréter le comportement de cette personne, eh bien, en moi, soit ça va générer quelque chose d'agréable, soit ça va générer quelque chose de désagréable. Donc ça, c'est important d'apprendre aussi à partager avec d'autres les situations où on ressent des émotions intenses pour voir comment les autres percevraient cette même situation. Parce que ça permet de se dire, ah ouais, c'est vrai que j'aurais pas vu les choses comme ça. Donc, il y a cette étape-là qui est importante. Comment je perçois ça? Parfois, c'est lié aussi à nos schèmes, j'ai envie de dire, naturels, à nos croyances, à notre éducation, avec tout ce qui va avec, hein. On ne voit que d'une façon, on ne voit pas tout, hein. Donc, c'est intéressant
de pouvoir partager avec d'autres personnes en disant, mais toi, tu l'aurais compris comment? Comment tu aurais interprété cette situation-là? Donc, de pouvoir avoir des retours d'autres personnes, ça permet aussi de redéfinir nos modes d'interprétation. Et puis, c'est d'apprendre à s'observer et notamment d'apprendre à observer nos pensées. Hein. Si je suis plutôt quelqu'un d'anxieuse, eh bien, que je suis seule chez moi en pleine nuit et que j'entends un bruit, je vais très vite m'apercevoir que mes pensées vont plutôt me dire il va y avoir un voleur, tu vas te faire tuer, ça y est, c'est fini, etc., etc. Et tant qu'on n'est pas descendu voir ce qui se passait ou d'aller chercher la raison de ce bruit, eh bien, les pensées, elles vont s'amuser, hein, elles vont s'amuser à imaginer le pire. Donc, si on apprend à se connaître, si on sait qu'on fonctionne comme ça, on peut dire à nos pensées, c'est bon, tu te tais, je vais descendre en bas, aller voir. Ah, bah, c'est le chat qui a fait tomber un objet, ok. J'ai vu que mes pensées, elles jouaient encore au même jeu que d'habitude, mais cette fois-ci, je ne me suis pas laissée avoir par elles. Je me suis pas plongée en elles. Hein. On peut imaginer moi, j'aime bien imaginer mes pensées, imaginer les regarder comme un écran de cinéma où je suis extérieure à elles. Elles sont là, mais je peux décider de les laisser dérouler sur cet écran ou je peux décider de les laisser filer sur les nuages, quoi, comme un nuage dans le ciel. Je ne suis pas obligée de m'accrocher à mes pensées et mes pensées ne sont pas la réalité. Il y a une différence entre ce qui se passe, entre ce que j'interprète et entre ce que je pense. Donc, tout ça, il faut apprendre à s'observer. Comment est-ce que j'ai l'habitude de fonctionner pour pouvoir finalement contrer nos stratégies et vivre des émotions moins intenses. C'est vrai que j'ai toujours entendu dire que finalement une émotion ne dure que quelques secondes et qu'après ce sont nos pensées qui alimentent en fait cette émotion. C'est-à-dire qu'on apprend une nouvelle, par exemple, on a l'état de choc, on a l'émotion, la réponse émotionnelle et après, la réponse émotionnelle finalement alors je sais pas quel terme on pourrait employer, mais ce délai, et c'est notre mental qui ressasse. Ah, mais il m'a dit ça. Ah, ouais, mais quand même, j'aurais pu répondre ça. Ah, ouais, mais il a exagéré. Et puis finalement, on entretient comme si on attisait le feu. Bon, bah, de la colère, par exemple, dans l'exemple que je viens de prendre. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour éviter ça? Dans tous les cas, alors une émotion, c'est un peu plus que quelques secondes, mais c'est assez court. Ça peut être 48 heures, notamment si c'est des colères assez intenses. Mais l'émotion, ça correspond vraiment à ces réactions physiologiques et ces réactions physiques. Parfois, on confond émotion et sentiment. La différence, c'est qu'en effet, à force de ressasser, ça va devenir un sentiment de haine parce que je l'ai nourri, hein, cette colère. Je l'ai nourri sans arrêt de plein d'autres choses. Donc là, les réactions physiologiques et physiques, elles sont plus présentes, mais dans ma tête, ce sentiment de haine est toujours bien présent. Mais quoi faire? J'ai envie de dire, il faut déconstruire, c'est-à-dire ces situations où on ressent des émotions fortes, c'est important de pouvoir les repérer. Quand est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est régulier par régulier, dans le mois, dans la semaine? Est-ce que à chaque fois c'est lié à une même situation qui engendre du coup ma réaction intensive? Si c'est de la colère, ce qui est intéressant pour la colère, c'est d'aller travailler ses valeurs. Parce que ce qui nous met en colère, c'est ce qui vient impacter et toucher nos valeurs. Donc, c'est important de pouvoir être au clair à qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes propres valeurs. Pas les valeurs de ma famille, pas les valeurs de mon éducation, celles que moi, j'ai envie de nourrir ou celles qui moi, me font vibrer, qui, moi, me rendent entière. Ça, c'est important de connaître ses propres valeurs et ces valeurs-là nous permettent d'avoir une délimitation de notre territoire et de pouvoir savoir là où on dit stop à l'autre, là où c'est trop,
là où on arrête la relation avec quelqu'un parce que à chaque fois, cette relation-là, elle vient entraver une valeur qui est importante pour nous. Donc ça, pour la question de la colère, c'est vraiment important de pouvoir travailler la question des valeurs. Et je dirais que finalement, il faut réussir à repérer quelles sont les situations qui viennent à chaque fois nous mettre à mal, parce qu'en général, c'est un peu dans les mêmes schémas. Et c'est comment on peut déconstruire ces schémas, soit pour les percevoir différemment, soit pour apprendre à connaître des nouvelles stratégies pour faire face à ces situations-là. Donc, c'est vraiment important de pouvoir apprendre à se regarder fonctionner, à s'observer. Et plus nous, on va apprendre à le faire, et plus on va aider nos enfants à le faire. Hein, parce que les enfants, ils apprennent par imitation. Hein, il existe les neurones miroirs. Donc, en nous regardant, ils nous apprennent faire. Donc, si nous, adultes, on apprend à réguler nos émotions, on apprend à avoir des stratégies pour évacuer notre émotion, parce que l'émotion, c'est une énergie, donc il faut aussi aller l'évacuer. Donc, est-ce que je fais du sport? Est-ce que je fais une pratique qui m'aide à l'évacuer? Est-ce que je vais marcher en pleine nature? La nature, elle a une force, elle a un impact très positif sur notre organisme. Est-ce que je m'autorise ces temps-là pour aller évacuer, ou est-ce que j'empile mes énergies émotionnelles les unes sur les autres jusqu'à temps d'exploser? Hein, et qu'est-ce qui fait que la prochaine fois, je ferai différemment? Est-ce que c'est confortable pour moi d'exploser ou pas? Est-ce que ça me demande trop d'efforts? Ou est-ce que je suis bloquée? De quoi j'ai besoin finalement pour mieux réguler mes émotions? Donc ça, c'est vraiment important de le faire pour soi, mais aussi pour le faire dans l'intérêt de l'éducation émotionnelle de nos enfants. Ce que je peux vous donner comme outil que vous pouvez commencer à utiliser tous les jours, ce serait d'utiliser une échelle de 0 à 10. À 0, tout va mal dans notre vie. À 10, tout va super bien dans notre vie. Donc, on est rarement à 0 et rarement à 10. Hein. Donc, on oscille entre 1 et 9. Eh bien, maintenant, en fonction de ce que vous faites là, d'un point de vue sensoriel, si c'est confortable ou pas confortable, est-ce que si c'est pas confortable sensoriellement, donc vous allez être entre 1 et 5. Si vous êtes plutôt dans du confort sensoriel, vous êtes en du 5 et 10. Et de vous dire, ben voilà, aujourd'hui, je me sens plutôt moi, si je le fais pour moi, je me sens plutôt à 8 aujourd'hui. Je me sens plutôt à 8. Et se poser la question de quoi j'aurais besoin pour passer à l'indice supplémentaire. Donc moi, pour passer à 8,5, peut-être que j'aurais besoin d'aller boire, parce que j'ai beaucoup parlé. Et je sens que là, du coup, ça commence à générer une sensation qui est moins agréable pour moi. Donc peut-être j'aurais besoin d'aller boire un grand verre d'eau. Toi, Lauriane, si je te posais la question, aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 10, tu es à combien? Moi, je dirais que je suis à 7 aujourd'hui parce que je sais qu'il y a des jours où je sens encore plus d'énergie, j'ai envie de dire, où je me sens encore mieux que je ne me sens aujourd'hui. Donc, je dirais oui, une échelle ouais, à 7. Et de quoi tu aurais besoin pour passer à 7,5? J'aurais besoin peut-être aujourd'hui, je dirais, d'avancer davantage sur un projet personnel, je dirais. Hmm. Qui te D'avoir des bonnes rassurerait nouvelles, ouais, sur quelque d'avoir. chose. Et d'ailleurs, par rapport à aux différentes étapes là que tu nous as évoquées un peu plus tôt dans le podcast, euh, ce que je peux identifier aussi, alors peut-être je brûle un peu les étapes par rapport à tes questions, je sais pas. Non, vas-y, vas-y. Ce que je ressens, c'est que le besoin derrière pour pouvoir être à 10 par exemple, ou au moins à 9, ce serait un besoin de sécurité en termes de logement. Parce Hmm. qu'on est dans une instabilité au terme de logement actuellement, et du coup, ça me crée une insécurité qui fait que je suis pas à 9 en fait. Hmm. Hmm. En tout cas, tu avais besoin d'être rassurée pour passer au moins à 7,5.
Hein. L'idée, c'est pas autant de se dire comment je ferais pour être à 10. Il faut tout le temps avoir une petite marge de manœuvre, de se dire, ben voilà, comment est-ce que je peux passer à l'étape au-dessus, de quoi j'ai besoin. Et finalement, toi, ton besoin, tu auras besoin d'attendre des informations concrètes qui vont te rassurer. Moi, mon besoin, je vais pouvoir aller le satisfaire de manière facile en allant me faire en allant boire un verre d'eau. Mais si j'étais pas à l'écoute de mon corps, je pourrais passer outre ce besoin naturel d'aller boire, comme on le fait hein, assez naturellement, j'ai envie de dire, quand on part au travail, on oublie facilement parfois d'aller boire, d'aller aux toilettes, on ne s'écoute plus parce qu'on se donne en entier pour le travail, notamment quand on travaille aussi dans la relation aux autres, on se donne corporellement en entier et c'est le soir, hein, quand on se retrouve face à soi-même, où là, on ressent un petit peu toutes les sensations désagréables qui se sont accumulées dans la journée. Donc, l'objectif, ce serait de pouvoir utiliser cette réglette de 0 à 10 tout au long de votre journée pour voir les variations que vous avez dans votre journée. Hein, parce que d'ici 2 heures, moi, je vais pouvoir me redire. Alors, ça se fait automatiquement maintenant pour moi. Je n'ai plus besoin de me poser la question, de me rappeler qu'il faut que je le fasse automatiquement. J'essaye de me recentrer le plus souvent possible dans ma journée pour savoir c'est OK pour moi, c'est pas OK, c'est confortable, c'est pas confortable. Et plus on s'entraîne, et plus ça devient automatique. Alors, ce qui me vient aussi, là, je me permets d'intervenir, ce qui me vient aussi par rapport à cette échelle, c'est que, tu vois, j'ai dit effectivement d'avoir une bonne nouvelle m'aiderait à remonter sur mon échelle, mais juste après, ce qui m'est venu aussi, c'est que même si c'est quelque chose sur lequel j'ai pas forcément de prise, on va dire, puisque c'est quelque chose qui viendrait de l'extérieur, finalement, cette bonne nouvelle, eh bien, je me suis rendu compte aussi que je pourrais monter sur cette échelle tout simplement en prenant le temps de m'asseoir, de méditer et de me relier aussi à cette confiance, à cette foi que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, quelque part, je vais trouver une solution qui va être confortable et agréable en termes de logement. Tu vois, de s'accrocher aussi à cette foi que de toute manière l'univers va pourvoir à mes besoins et je sais que rien que de me connecter à cette pensée me permet de me sentir déjà mieux. Mmh. Voilà, je me permets Ouais, tout de à fait. partager. De se rassurer et de se dire quand ça doit arriver, ça arrive et quand ça ne doit pas arriver à ce moment-là, c'est que ça ne doit pas arriver et d'accepter d'être toujours dans cette acceptation pour surfer sur la vague de la vie. Hein. La vie, elle s'ouvre, elle se ferme, elle se forme, elle se déforme. Eh bien, c'est ça. Nous, on doit apprendre à surfer sur cette vague qui est fluctuante. Donc, soit on est flexible et on se laisse aller, ou soit on est plutôt rigide et du coup, on se prend une vague assez intense et ça peut être assez violent. Donc, c'est comment on apprend finalement à, euh, à accepter ce qui nous arrive et à apprendre à nous connaître pour mieux trouver les stratégies qui nous correspondent parce que chacun va avoir ses stratégies à lui en fonction de lui, de ce qui lui est le plus confortable pour lui en tout cas. L'idée aussi, avant de peut-être finir, ce serait de nourrir la joie. Hein, la joie, ça se nourrit. Hein, et pour la nourrir, eh bien, il faut aller à la recherche de tous les petits bonheurs. Alors, les petits bonheurs, c'est des moments très furtifs dans la journée. C'est tout petit. Moi, tout à l'heure, quand j'ai pris ma voiture pour emmener mon fils à l'école, j'ai vu un écureuil traverser la route. J'adore ce petit moment où il y a le soleil qui se lève. Il y avait une couleur de ciel magnifique et ce petit écureuil qui traverse et qui grimpe à l'arbre. Ça génère chez moi une sensation très agréable, c'est très furtif et ça me fait du bien, ça me remplit. Et plus on en cherche, plus on en trouve. Mais ça, il faut se laisser aussi l'opportunité de se dire, ben voilà, c'est quoi mes petits bonheurs aujourd'hui? Le soir, de pouvoir se dire, c'est quoi? Quels ont été les 3 petits bonheurs de ma journée? Parce que les 3 malheurs, on les trouvera facilement sans réfléchir. Hein. Tout ce qui n'a pas fonctionné dans notre journée, ça aurait été facile. Mais par contre, les tout petits moments qui nous ont fait du bien, très furtifs,
eh bien, il faut vraiment réussir à pouvoir les noter et leur faire de la place, parce que ça aussi, ça nous aide à remonter sur notre échelle du bien-être. Et il y a aussi le sourire forcé qui nous aide aussi à remonter sur l'échelle du bien-être. Si on sourit de manière forcée pendant 3 minutes, eh bien, on va permettre au corps, à l'organisme, de déclencher aussi les hormones de l'apaisement. Le cerveau, il ne fait pas la différence entre un vrai sourire et un faux sourire. Donc, amusons-nous à sourire quand on est aux toilettes, par exemple. Pendant tout le temps où on est aux toilettes, si on fait un sourire forcé, personne ne va le voir. Mais si on gagne 0,5 points sur notre échelle parce que on a souri pendant tout notre temps où on était aux toilettes, eh bien, c'est déjà ça de gagner. Donc voilà, c'est comment on se trouve des petites stratégies ludiques qui nous font du bien. Et rien que de s'imaginer sourire aux toilettes, en fait, ça nous fait rire. Voilà, En tout c'est cas, moi, ça. ça me fait rire. C'est génial, Aurélie, vraiment, merci pour tout ce que tu nous transmets. C'est juste d'une richesse que je trouve incroyable. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce qu'en fait, tu t'es installée, hein, tu as créé ton Mm, entreprise, mm, et quel est le profil des personnes qui viennent te voir? mm. Ben, c'est des personnes qui se sentent dépassées par leur ressenti émotionnel, soit parce qu'elles se sentent submergées et du coup, ça les amène à avoir des colères excessives, ou soit à l'inverse parce que les émotions les bloquent dans leurs actions. Euh, Soit aussi parce qu'elles traversent là une période sensible, hein, liée à une séparation, un décès qui vient raviver fortement les émotions. Donc, elles ont besoin finalement d'avoir un coaching émotionnel pour mieux maîtriser ce qui se passe, ce qui les déstabilise dans leur mode de repère. Donc, dans ces moments-là, moi, je les accueille avec ce qu'ils sont, hein, et on avance pas à pas en fonction de là où ils en sont. C'est-à-dire, je comprends assez vite si la personne, elle est déjà à l'étape de s'écouter elle-même ou pas. Donc, moi, en fonction de ça, je sais ce que je dois travailler ou pas. C'est-à-dire qu'une personne qui peut pas écouter les sensations de son corps, n'a pas été prête, n'a pas été préparée, euh, eh bien, je vais passer par d'autres étapes, des supports qui l'aideront à prendre contact en toute sécurité avec les sensations de son corps pour qu'on puisse petit à petit après faire l'accompagnement émotionnel. J'ai envie de dire à chacun son rythme en fonction de ce qu'on a vécu auparavant, en tout cas. D'accord. Euh, donc, du coup, toi, tu as créé ton entreprise. Alors, si je comprends bien, tu aides aussi bien les enfants, les adolescents, les adultes à devenir maîtres de leurs émotions en apprenant à les apprivoiser. Mm. Donc, c'est Tout- un accompagnement, pardon, qui peut se réaliser en séance individuelle ou collective, c'est bien ça? oui, tout à fait, tout à fait. Et Et tu as aussi... je fais aussi de l'accompagnement du coup pour les professionnels de la relation. Je fais des formations pour les étudiants et les professionnels dans le cadre de apprivoiser les émotions pour mieux accueillir celles des autres. Parce que dans les métiers de la relation, c'est important justement de bien se connaître pour éviter le burn-out ou les épuisements professionnels. Tout à fait. D'ailleurs, ça sera, je pense, l'objet d'un prochain rendez-vous qu'on fera ensemble sur Mm, ce podcast. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on était vraiment sur apprendre à accueillir nos propres émotions. mm, Et dans un prochain épisode, on fera ensemble avec Aurélie encore comment accueillir celle des autres. Hein. Ça tout me à fait. paraît vraiment intéressant. C'est ce qu'on a évoqué avec Aurélie. Alors, vous pouvez retrouver toutes les propositions d'Aurélie sur son site internet, donc alainaurélie49.wixsite.com/49460. Donc, je répète, alainaurélie49.wixsite.com/49460. Donc, il y a deux L à Alain. De toute façon, vous retrouverez toutes les informations sous le podcast ainsi que sur mon site internet. Aurélie a également une page Facebook, donc à Aurélie Alain, vous pouvez la retrouver. Et elle a également un lien, un profil LinkedIn.
j'arrive pas à le dire celui-ci, LinkedIn. Donc, vous pouvez aussi la retrouver sur ce site que je ne reprononce pas. Donc vous retrouverez, comme je vous l'ai dit, tous les codes d'Aurélie dans la description de cet épisode. C'est l'épisode numéro 23 qu'on a intitulé « Comment apprivoiser ses émotions ». Donc merci beaucoup Aurélie pour toute cette richesse que tu nous as transmise, tous ces outils qu'on va pouvoir appliquer dès aujourd'hui pour mieux accueillir nos émotions. Vraiment, mille merci pour ton intervention. Merci à toi pour cette invitation. Et je te dis à très bientôt pour la suite de cet épisode qui sera « Comment accueillir les émotions des autres ». Merci beaucoup Aurélie. Donc avant de nous quitter, j'aimerais vous rappeler qu'il reste quelques places pour la formation Maîtriser les bases du tarot intuitif. Cette formation ludique et créative se déroule en live, en visioconférence, et c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre à lire intuitivement et avec précision les 78 cartes du tarot sans avoir à les mémoriser. Voilà, je vous invite à imaginer le plaisir que vous pourriez ressentir si vous pouviez obtenir des guidances claires à chaque fois que vous avez un choix à effectuer, une décision à prendre ou une nouvelle orientation à donner à votre vie, à vos activités, à vos relations. Imaginez comment non seulement des lectures perspicaces, précises et intuitives vous permettraient d'avancer en confiance vers le meilleur de vous-même, mais aussi comment, grâce au tarot, vous pourriez devenir un réel soutien et apporter une aide précieuse à vos familles, vos amis, vos clients. Au lieu de vous sentir stressé et submergé par le tarot, grâce à mes formations, vous pouvez accéder à votre plein potentiel intuitif, canaliser les messages de vos guides, puiser dans votre sagesse intérieure et apprendre à lire les cartes de manière ludique, avec confiance et fluidité, contribuant ainsi à créer un changement positif non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans celle des autres. Au cours de la formation Maîtriser les bases du tarot intuitif, nous allons explorer les énergies des 4 suites, la numérologie et la symbolique du tarot. Nous verrons également comment les personnages, les symboles et les images interagissent entre eux pour créer une histoire en lien avec celle du consultant que vous apprendrez à raconter à votre manière afin d'effectuer des lectures de tarot puissantes, précises et utiles pour améliorer votre vie et celle des personnes qui viennent à vous. Donc vous trouverez toutes les informations sur mon site www.laurianefelicité.com www.laurianefelicité.com. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver et en attendant, je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Et à toi également, Aurélie, et encore une fois, merci d'avoir été là. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Ceci était un épisode de La Magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt.